Hi everybody, welcome to CADAF. Bienvenue à tous. Nous recevons aujourd'hui Augustin de Cointet, directeur des bassins des Lumières et de l'activité Culture Espace Digital. Donc, Culture Espace étant un opérateur privé dans la gestion de monuments, musées et centres d'art qui attire 4 millions de visiteurs par an dans ces centres, et parmi lesquels figurent les Carrières de Lumière, son premier centre d'art numérique immersif qui a vu le jour en 2012 au Beau-de-Provence, l'Atelier de Lumière lancé en 2018 à Paris, le Bunker des Lumières lancé sur l'île de Jeju en Corée du Sud, les Bassins de Lumière à Bordeaux, qui est le plus grand de tous et donc surtout le plus grand centre d'art numérique au monde, et dont la surface s'élève à 13 000 m² et qui a été tout fraîchement inauguré ce mois-ci. Donc peut-être d'abord si on peut revenir sur l'histoire de tous ces espaces, comment un petit peu pourquoi ils ont été mis en place, et quel est leur rôle, disons, dans l'écosystème artistique. Bonjour à tous. Chaque lieu a une histoire particulière parce que tous ces centres d'art sont le mélange de plusieurs intentions. La première, c'est effectivement celle d'offrir au public un aspect nouveau, une matière nouvelle de présenter l'art et des créations propres. Le deuxième est que chaque lieu a sa spécificité propre et même si le principe d'exposition est assez similaire et techniquement le même, il y a une scénographie, une appréhension, une manière d'aborder le lieu qui est très différente en fonction de l'espace tel qu'il est. Évidemment, dans un espace comme l'Atelier des Lumières à Paris, on n'aura pas du tout les mêmes sensations que dans des carrières au Beau-de-Provence ou dans ces grands bassins de Bordeaux ou du bunker de Jeju. Donc il y a une logique générale, mais aussi un état d'esprit particulier à chaque site, et sachant que ces expositions sont tournées sur à la fois la volonté de présenter des expositions sur un mode qui est commun et à la fois sur un mode qui est propre à chacun des lieux. Et donc il y a forcément toute la question technique derrière qui est très importante dans tous ces lieux. Et vous avez mis en place tout d'abord la technologie AMIEX, puis Culture Espace Digital. Si vous pouvez peut-être nous expliquer un petit peu plus en quoi consiste ce type de technologie qui a été conçu spécifiquement pour ce genre d'exposition numérique, et puis un petit peu les défis que cela entraîne. Bien sûr. Alors, le principe a été commencé effectivement aux Carrières de Lumière au Beau-de-Provence, comme vous le souhaitiez, avec une première technologie qu'on a appelée Art Immersive Experience, qui avait la même vocation de mêler le visiteur dans une expérience sensible, assez forte, qui mêlait la musique, les images, l'œuvre d'art, et tout ça mêlé dans un parcours avec des moyens de projection assez spécifiques sur les lieux et très adaptés aux carrières de lumière avec ses contraintes propres. Culture Espace s'est développé et a développé un savoir-faire autour de ce lieu-là et de cette technologie qui a été développée. Mais assez rapidement, on s'est rendu compte qu'il fallait aller au-delà de ce qu'on faisait aux carrières de lumière, en tout cas technologiquement, parce qu'on avait des besoins supérieurs. Déjà, l'œil du visiteur s'est un peu habitué au numérique, donc la résolution qu'on se permettait il y a 6 ans n'est plus du tout valable aujourd'hui, puisqu'on est tous, on a tous vu sur nos écrans, on s'était habitué à des pixels qui étaient assez gros, et aujourd'hui on ne supporte plus le moindre pixel qui est assez grand, donc il y avait cette contrainte technique de l'attendu du visiteur. Pareil sur le son, où au départ, ces premières expositions qui étaient un peu dans l'esprit des vidéos mapping qu'on voit sur, en tout cas purement techniquement j'entends, qu'on voyait sur des cathédrales, étaient sur des procédés qui n'étaient pas satisfaisants d'un point de vue créatif. Et puis, nos expositions sont devenues de plus en plus grandes, de plus en plus importantes. Et là, il a fallu trouver un nouveau procédé qui nous permettait techniquement de faire face à la complexité, c'est-à-dire être capable de jouer sur plus de 100 à 140 vidéoprojecteurs en même temps, avec une vraie coordination et faire en sorte que le visiteur ne voit pas où commence l'image, où elle s'arrête, etc. Donc ça nous a poussé à réfléchir, à créer une nouvelle technologie. On ne l'a pas fait tout seul, on s'est appuyé sur des technologies qui existent en France avec des entreprises qui le développaient, et on a travaillé main dans la main avec elles pour arriver à développer le système le plus pertinent possible. Il faut bien se rappeler que c'est des mines technologiques. Évidemment, si on prend le site de Bordeaux, il y a plus de 120 km de fibre optique. Si on aime bien rappeler des chiffres, il y a plus de 50 haut-parleurs, il y a une technologie avec des logiciels extrêmement développés. Mais il ne faut pas oublier que le but, c'est de servir à la fois le propos et le visiteur. Donc en fait, il faut que cette technologie ne soit plus l'objet de toutes nos préoccupations,
parce que sinon, on ne se concentre pas sur l'essentiel qui est la partie créative. Et je pense que toute l'évolution qu'on a et qu'on a faite et vers laquelle on arrive à tendre aujourd'hui, avec des systèmes de plus en plus pertinents, de plus en plus automatisés, de plus en plus aidant le créatif, doit nous permettre de nous concentrer sur une seule et unique chose qui est laisser le réalisateur se consacrer à sa création et que la technologie ne soit qu'un outil qui marche et non pas un outil ou un problème à régler. Et justement, en plus, ça doit être d'autant plus compliqué que certains de ces espaces, comme le bassin de lumière que je citais tout à l'heure, ont quand même des structures assez particulières. Combien de temps ça prend de monter, par exemple, tout cet équipement dans une structure aussi grande que celle-là, qui en plus doit être assez humide Alors, ces projets sont toujours très longs, puisqu'il faut les faire avec méthode. C'est sûr que si on veut que ça marche et si on veut que ce soit pertinent, voilà, on a dépassé largement le stade de brancher deux machines entre elles et de faire en sorte qu'elles communiquent en mettant de la musique par-dessus pour cacher les défauts. On est vraiment là, ça, on est vraiment dans la Formule 1 technologique. Voilà. Et il y a d'abord tout un premier travail qui est de travailler sur le lieu, c'est-à-dire l'étudier, de regarder où sont les autres contraintes techniques. Je pense à l'électricité, par là par où peut-elle arriver. Je pense où peut-on faire passer les câbles de fibre optique, etc., etc. Comment on peut s'accrocher, enfin, comment peut-on accrocher les projecteurs et toutes ces choses-là qui font qu'il y a une première phase vraiment d'étude sur plan du lieu pour essayer d'optimiser vraiment notre installation. Et ça, quel que soit le lieu, les bassins de lumière ou ailleurs, c'est un travail long qui est assez procédurier et qui va nous nécessiter beaucoup d'ingéniosité pour arriver à optimiser pour que la qualité de l'image ne soit pas percutée par quelque chose qu'on aurait mal anticipé et qu'au final, une mauvaise décision ou une mauvaise analyse initiale fasse que le projet soit moins abouti. Évidemment, il y a des lieux qui sont plus compliqués que d'autres. Alors chacun a ses complexités particulières. Les carrières de lumière sont un peu biscornues, donc il y a des petits écrans dans tous les sens, donc il faut arriver à mettre beaucoup d'écrans pour éviter que les projecteurs se fassent des ombres les uns au-dessus des autres, etc. En plus, vous n'avez pas tellement de notion d'horizontale et de diagonale aux carrières parce que les sols ne sont pas horizontaux, que les plafonds sont ni horizontaux ni parallèles au sol. Donc il y a beaucoup de réglages qui nous imposent beaucoup de choses. Et effectivement, je pense qu'un des lieux les plus complexes a été celui de Bordeaux pour plusieurs raisons. La première, c'est le gigantisme du bâtiment puisque il y a 4 alvéoles et chacune des alvéoles fait plus de 110 mètres de long, 22 mètres de large. Donc, on a des problèmes de transmission de signal et il faut que le signal parte de là où est le cerveau du système, tous les ordinateurs, et aille jusqu'aux ordinateurs sans déperdition ni de temps, ni de qualité, etc. D'où le chiffre que j'expliquais sur de la fibre optique. Et c'est le système de répartition qu'on a inventé sur place pour que ce soit le plus pertinent possible et que ce soit le plus efficace. Et puis, c'est aussi un lieu qui est hostile parce que vous avez de l'eau. On est dans des bassins, pour ceux qui ne connaissent pas, on est vraiment dans des écluses et ces bunkers qui ont été construits au bord de l'Atlantique pour que les sous-marins puissent s'abriter pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et c'était des bunkers qui sont construits à un tiers sur le sol et à 2 tiers au-dessus de l'eau. Donc il y a des bassins et c'est toute la magie d'ailleurs du lieu puisque les projections qu'on fait se reflètent dans l'eau. Et évidemment, si on veut faire des projections qui se reflètent dans l'eau, il y a les projecteurs qui sont situés au-dessus de l'eau, enfin accrochés sur les murs qui sont au-dessus de l'eau et c'est des conditions qui sont évidemment pas très agréables puisque tout ça est truffé de microélectronique et que l'eau de la Garonne proche de l'estuaire et salé en plus, donc ce qui n'arrange pas le système. Donc, il a fallu trouver des systèmes de caissons étanches et toujours avec la même idée que l'expérience des visiteurs et la qualité générale et le point de vue artistique doivent primer. Donc, il était hors de question de se retrouver avec des grosses machines énormes qui fassent plein de bruit ou qu'on puisse mal positionner. Ça va être un des grands défis. Et le troisième grand défi, c'est le son, puisque on est dans un lieu de béton avec de l'eau, donc ça fait de la réverbération, le son tapait dans tous les sens et c'était assez inaudible. Donc il a fallu mettre une vraie équipe d'ingénieurs assez performante pour arriver à se dire voilà, comment diffuse-t-on du son pour que ce soit parfaitement audible avec une vraie qualité, puisque le son sert autant l'image que l'image sert le son, donc il y a un vrai dialogue entre les deux. Et si on a un son qui n'est pas extrêmement qualitatif, eh bien l'expérience est manquée. Et du coup, le propos porté par le réalisateur, j'en reviens toujours à ça, n'est pas porté comme il se doit. Donc, il y a vraiment tout ce travail technique, le gigantisme, le caractère salé et aquatique et le problème typiquement du son ont été les 3 grandes difficultés de ce site de Bordeaux, mais il y en a propre à chacun des sites, évidemment, auxquels on est confronté. Et justement, comme vous le dites, parce que je ne l'ai pas expliqué tout à l'heure, mais les bassins de lumière sont logés dans une base sous-marine. Nous avons les ateliers de lumière qui sont dans une ancienne fonderie. Voilà, tous ces lieux ne sont pas neutres, ils sont tout à fait chargés d'histoire et d'une identité qui leur est propre. Et
ça doit être aussi, c'est aussi un choix de prendre Bien ces sûr, lieux-là. bien sûr, Comment, c'est un vrai choix. Euh, quand on comment choisit pardon, quand on choisit Non, des non, je vous en lieux, prie, allez-y. Quand on choisit des lieux, on a un certain nombre de critères qui sont bien sûr des critères d'emplacement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus se mettre à l'autre bout du monde, il faut que les gens puissent venir facilement. Mais je crois que surtout, il y a des critères de taille, puisque nos expositions tiennent aussi dans le gigantisme des lieux dans lesquels on est, parce que même le bunker de Jeju, qui est un des lieux les plus petits, entre guillemets, fait 1800 mètres carrés, donc c'est quand même très grand. Il y a des questions de hauteur sous plafond, on considère que l'immersion doit se faire avec une certaine hauteur, sinon ça marche moins bien, ou alors ça devrait être traité différemment. Et donc, il y a des critères techniques comme ça qui font que le nombre de lieux n'est pas non plus si grand que ça. Et voilà. Et puis surtout, il y a un point important, c'est qu'il faut qu'il y ait un lieu qui ait une âme, quelle qu'elle soit. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se dégage de ce lieu-là. Et comme vous l'avez cité, chacun des lieux a une particularité propre. Les carrières de lumière sont pharaonesques. Enfin, si Cocteau il a écrit son Testament d'Orphée, c'est pas pour rien. On a ce côté onirique du prince des poètes qui se mélange avec une espèce de côté oui, assez égyptien. Enfin voilà, c'est un lieu complètement fou. L'Atelier des Lumières, c'est une ancienne fonderie avec ce côté très industriel, en plus niché au lieu d'un pâté de maison au milieu de Paris, donc il crée une espèce de vraie surprise. Et puis Bordeaux, dont on a parlé, avec cette espèce de magnétisme un peu bizarre du béton qu'on a, comme quand on va enfant, vous savez, sur les bunkers, sur un bord de plage et qu'on rentre un peu comme un secret, ou une espèce d'ambiance un peu particulière. Il faut imaginer que ce bunker est 10 fois plus grand. Donc oui, il faut une âme au lieu parce que c'est ça qui porte. J'ai l'habitude de dire que les expositions telles qu'elles sont faites, c'est un triptyque. C'est un triptyque entre trois choses importantes. La première, c'est l'artiste qui va nous fournir notre matière première et sur lequel on veut parler et avec lequel on fait un parcours. Par exemple, Klimt actuellement au Bassin des Lumières ou Dali aux Carrières de Lumière au Beau. Donc c'est notre matière première, et je ne parle pas simplement de l'iconographie qui est notre matière première, mais de cette personne qui nous a inspirés et avec lequel le réalisateur va créer un parcours tout à fait subjectif. On en reparlera après. Donc c'est le premier point. Le deuxième point, c'est celui que je viens de citer, c'est le réalisateur. En l'occurrence, pour les expositions longues, souvent Renato Gatto, Massimiliano Sicardi et Gianfranco Iannuzzi, ou d'autres studios avec lesquels on peut travailler. Et c'est en tout cas la patte que veut donner Culture Espace Digital, qui est que ce n'est pas un diaporama qui est posé sur les murs, c'est un parcours qui est construit, c'est une vision très subjective qui est donnée sur un artiste, qui fait qu'on l'assume totalement et qui va nous permettre parfois de montrer des œuvres en détail, par fragments, avec des mélanges toujours en étant très respectueux de l'œuvre telle qu'elle est présentée et avec un choix musical qui est parfaitement choisi. Ce n'est pas juste un accompagnement, c'est un parcours main dans la main entre la musique et l'image, et c'est un pris à partie absolument subjectif que va présenter le réalisateur. C'est un peu comme s'il me disait, viens avec moi, je vais t'emmener pendant une demi-heure sur une promenade où je vais t'emmener dans les pas, par exemple, de Klimt ou de Dali et te dire ce que j'ai ressenti auprès de lui. Donc c'est un peu comme une balade à trois. Donc il y a l'artiste qui est la matière première, l'artiste réalisateur qui va avoir un point de vue particulier, et le lieu qui est le troisième point du triptyque, et où chaque exposition est pensée pour un lieu spécifique, rythmé pour le lieu. Donc même si un synopsis ou une trame est au départ la même d'un lieu à l'autre, Klimt qu'on voit à Bordeaux, elle a été présentée précédemment à Paris, même au Beau auparavant, mais la rythmique, la scénographie, la vitesse dont ça apparaît, les jeux de dévoilement des images, etc., arrivent au fur et à mesure et ne sont pas pareils d'un lieu à l'autre. Donc c'est vraiment un triptyque entre les trois, avec une part égale entre les trois choses. Vous savez, c'est comme les tabourets à trois pieds. S'il y a un pied qui est trop court, on se casse la figure. S'il y a un pied qui est trop long, on se casse la figure aussi. Donc il faut vraiment que les trois pieds soient équilibrés, et c'est vraiment le mélange de ça qui fait le succès et qui explique que du coup les lieux doivent être particulièrement bien choisis pour avoir une personnalité particulière, sinon il manque un des fameux pieds du tabouret. Je suis curieuse de savoir combien d'œuvres mobilise une de ces expositions. Par exemple, pour celle de Klimt, est-ce que vous avez un ordre de grandeur? Oui, alors c'est difficile de répondre de manière générale parce qu'on va travailler différemment sur chacun des artistes en fonction de sa technique, de sa manière de peindre et aussi de la profusion d'œuvres qu'il a, etc. Sur Klimt, on a utilisé à peu près 400 à 500 œuvres différentes pour traiter de l'exposition, mais vous vous rendez compte qu'il y a des œuvres où on va aller grossir les détails. Si vous prenez par exemple le très fameux portrait d'Adèle Bloch-Bauer, derrière, quand vous regardez toute la matière et toute l'épaisseur de matériaux quasiment qu'il y a dans les fonds, entre de la feuille d'or, des émaux, de la peinture, du crayon, etc., ça va nous permettre de zoomer et d'utiliser peut-être une partie de cette œuvre-là, et non pas le rien extenso, et de l'utiliser à plusieurs moments ou de dupliquer des parties. Donc, il y a le nombre d'œuvres initiales qui compte, et il y a aussi le nombre d'images qu'au final dont on va en tirer, qu'on va vraiment utiliser, alors que tout de l'ordre de 2-3 000, donc qui est quand même vraiment important. Voilà. Après, ça va dépendre donc de la technique utilisée par l'artiste sur lequel on travaille. Kling va nous permettre d'avoir beaucoup de matière avec finalement
peu de tableaux, entre guillemets, puisque chaque tableau est travaillé dans la matière. Évidemment, si vous travaillez sur Paul Klee et sur les dessins de Paul Klee, vous allez avoir besoin de beaucoup plus de dessins, même si l'exposition est plus courte, pour arriver à une exposition qui tient la route, puisque la matière ne se manie pas de la même manière, etc. Donc vous avez quand même voilà, une caisse à outils, sans être péjoratif ni trop trivial, de départ qui n'est pas la même selon l'artiste. Voilà, un impressionniste ou quelqu'un comme Van Gogh va vous permettre de rentrer dans la matière, dans l'épaisseur de la matière. Si vous travaillez par exemple sur les autoportraits de Van Gogh avec les premières techniques à la Couillarde, on a vraiment toute l'épaisseur de trait, et qui pour nous est un vrai plaisir d'un point de vue de la scénographie et de l'écriture, puisqu'on peut plonger dans cette matière, faire des zooms grâce à la magie du numérique, et c'est ça qui va nous permettre de jouer sur des choses qui passent du figuratif quasiment à l'abstrait, parce qu'on va rentrer dans la matière. On a pu le faire aussi avec Chagall, par exemple, sur le message biblique ou des choses comme ça. Et on pourra le faire beaucoup moins sur une aquarelle, ou sur certains artistes d'ailleurs qu'on n'expose pas, parce que leur technique est difficile à confronter à la nôtre. Et donc justement, à ce sujet, vous citiez Klimt et Paul Klee, d'une part Klimt qui mobilise ses dorures, Klee qui a des compositions très colorées et qui contraste un petit peu avec cet environnement plus austère. Est-ce que ces choix-là sont orientés, est-ce que vous orientez le choix de programmation en raison de certaines qualités esthétiques, ou alors, comme vous mentionniez juste maintenant, les différentes strates de sens qu'on peut trouver, ou la capacité à faire un zoom sur certains endroits, le détail de certaines œuvres? Quels sont les critères? Je pense que dans les critères, il y a un critère qui est d'abord premier, c'est l'envie de travailler sur un artiste et la sensation, certains diront l'amour qu'on a à travailler sur ce sujet-là. Parce que, comme je vous l'ai expliqué, c'est un travail très subjectif que font les réalisateurs. C'est une vraie recomposition, c'est un vrai travail de création, et pas simplement un travail de poser des aplats comme un diaporama. Et si on n'a pas une envie, si on n'a pas quelque chose à partager, enfin, je crois que c'est pareil partout, dans l'éducation, peut-être dans les musées de manière générale, on ne fera pas du bon travail. Donc il y a cette notion qui est première et fondamentale, et qui fait que dans nos choix de programmation, il faut qu'on ait une envie de travailler sur un artiste avant de regarder les critères techniques de combien il a peint d'œuvres, etc., etc. Bien sûr, après, dans un deuxième choix, il y a des artistes sur lesquels il est plus difficile de travailler, parce que la manière dont on utilise les œuvres est beaucoup plus difficile. Je pense à des peintres, par exemple, comme Vermeer, où c'est très difficile, ou comme Rembrandt. Vous avez beaucoup moins de matière, peu de tableaux pour certains. Vous avez beaucoup de clair-obscur, alors que nous, on a besoin de beaucoup de contraste. Donc voilà, il y a des artistes qui, naturellement, ne vous aident pas, et on a un peu de difficulté à les programmer, parce qu'on a peur de les desservir. Et comme c'est un peu le premier point que j'expliquais, il faut une espèce de partage, une espèce d'amour sur ces peintures-là. Et si on le sert mal, on dessert le propos, et du coup, c'est malhabile et ça ne sert à rien. Et le dernier point, c'est vous avez aussi des artistes qui marchent pas, ou on arrive moins à rendre sur certains lieux, alors qu'ils marcheraient très bien dans d'autres lieux. On est quelqu'un comme Turner, par exemple, où on est tout en délicatesse de ton, délicatesse de camailleux, de couleurs, etc., avec ses aquarelles, sur un site dont les murs sont assez propres, assez lisses, comme l'Atelier des Lumières. On peut imaginer tout à fait Turner qui serait présenté. En revanche, sur des lieux beaucoup plus bruts, qui sont tachés, qui ont des traits de scie, qui ont des choses comme les Carrières de Lumière ou les bassins de lumière à Bordeaux, eh bien, on se retrouve confronté avec un artiste qu'il est beaucoup plus difficile de présenter, parce qu'on va trahir son œuvre. Donc il y a aussi ce choix-là. Et après, bien sûr, comme vous le disiez, il y a des artistes qui ont beaucoup de matériaux et qui ont envie de faire plein de choses. Vous prenez Chagall, qui est protéiforme, qui a fait de la sculpture, qui a fait des dessins, qui a fait de la poterie, qui a fait des mosaïques, qui a même fait de la broderie. Pour nous, c'est un panel énorme. Et puis après, on peut tout à fait mélanger plusieurs artistes ensemble à partir du moment où il y a une cohérence. Prenez l'exposition qu'on avait faite, on avait associé Bosch et Bruegel avec toute la dynastie Bruegel derrière. Voilà, on n'est pas obligé de faire des monographies qui s'appuient que sur un seul artiste, et on a un panel assez large finalement pour varier les choix. Et donc on a cette dimension plus sensorielle, immersive, et est-ce qu'elle est alliée à une autre dimension plus didactique, dans laquelle on connaît aussi le parcours Alors, on a quand même avant tout une approche émotionnelle. Et le propos didactique n'est pas notre propos premier. C'est pas ça qu'on cherche initialement, et on cherche à saisir des visiteurs qui ne sont pas habitués à aller être confrontés à des œuvres d'art. Alors, il y a beaucoup de visiteurs qui viennent chez nous, il y a tellement de monde qu'il y a des gens qui sont très spécialistes de tel ou tel artiste, etc. Mais il y a aussi
encore plus de monde qui n'y connaît rien, entre guillemets, et qui vient parce qu'ils ont entendu parler, qui vient parce qu'on leur a dit que c'était bien comme expérience, etc. Et du coup, on ne veut pas perdre ces gens-là et on reste dans cette approche voulue et assumée d'avoir une approche très, très sensible. Et ça se voit sur les choix des images, sur les choix des musiques. Voilà, on parlait de Klimt tout à l'heure. Vous avez un très beau passage dans l'exposition sur Klimt. On voit tout le passage sur Klimt et la nature, où on a toutes ces grandes peintures, où Klimt revient un peu à ce espèce de néo-impressionnisme, néo-pointillisme qu'on voit chez lui, qui nous fait penser presque à du Seurat parfois, et on voit tout ça apparaître, et la musique qui accompagne ça, qui sont principalement des œuvres qu'il a peint à la campagne ou sur le bord du lac d'Adersee, est portée par une musique, par exemple un leader de Mahler, Mahler ayant composé cette œuvre exactement au même endroit, et porte cette espèce de mélancolie et de cette nostalgie. Donc voilà, il y a quelque chose qui se crée, et on va chercher l'émotionnel pour faire plonger le visiteur dans une expérience où on va le toucher au cœur. Ensuite, on peut lui donner les moyens d'aller découvrir et d'avoir une approche peut-être plus didactique ou intellectuelle après, mais on ne souhaite pas que l'approche soit intellectuelle de premier chef. C'est pour ça qu'il n'y a jamais de bande-son dans nos expositions. On ne veut pas expliquer parce que dès qu'on met du son ou dès qu'on met même du texte, on réintellectualise et on perd ce côté où les personnes un peu décrochent et se retrouvent dans un espèce d'univers. En revanche, on est attentif au fait que les gens doivent poursuivre un petit peu cette expérience, et il y a des endroits dans nos centres d'art numérique où il y a des panneaux explicatifs qui sont un petit peu à l'écart, dans lesquels les gens peuvent comprendre le parcours de visite, ce qu'a voulu raconter le réalisateur, et puis avoir aussi une explication des peintres qui leur ont été proposés, ou je ne sais pas, des différentes œuvres qu'ils ont vues, là où ils peuvent les retrouver, dans quel musée, etc. Et c'est aussi des raisons des travaux qu'on fait avec Beaux-Arts, par exemple, sur le fait d'avoir un catalogue un peu comme un programme au théâtre, où on peut venir se concentrer sur les œuvres, avoir un concentré d'histoire de l'art en même temps, qui permet aux gens de creuser, de poursuivre l'expérience. Voilà, mais peut-être dans un deuxième temps. Oui. Et donc, cette accroche plus sensorielle laisse penser qu'on s'adresse peut-être voilà, on s'adresse à un grand public où on essaye de un peu mettre la création à disposition de tout le monde. Est-ce que vous revendiquez cette approche divulgative? Est-ce que c'est un public que vous ciblez, un public jeune, d'enfants ou de non-initiés? Est-ce que c'est celui que vous recevez aussi? Alors oui, on assume totalement ce point de vue-là, et c'est effectivement une grande part du public qu'on reçoit. Et si vous regardez le leitmotiv de Culture Espace, c'est partager la culture. Donc vraiment, si on dit que notre maître mot, c'est partager la culture, eh bien, il faut qu'on la partage, et qu'on la partage au plus grand nombre, et pour qu'on la partage au Happy. En revanche, je pense qu'il ne faut pas faire de mécompréhension, à la fois sur notre attention et à la fois sur le rendu, ou en tout cas sur l'objectif qu'on se fixe et les ambitions qu'on a, qui n'est pas de descendre à un certain niveau qu'on souhaite atteindre à des gens qu'on considérerait comme une espèce de base populace qu'on a bien voulu amener dans de centres d'art parce qu'on est quand même bien gentil. Et au contraire, l'idée, c'est de tirer les gens qui n'ont peut-être pas une appréhension spontanée de ces choses-là en leur disant on va vous montrer quelque chose de beau et on va vous tirer vers le haut, en espérant que ça marche dans la mesure de nos moyens, mais on essaie de le faire au maximum pour qu'on voilà, on essaye d'élever à notre petite mesure, mais en tout cas, on a cette volonté et cette ambition de tirer les gens vers le haut en leur montrant quelque chose de beau, quelque chose de sensible, et leur faire découvrir voilà, une phase tout à fait particulière. Évidemment, le média numérique nous aide beaucoup pour ça, parce qu'il est plus facile d'appréhension, et c'est un peu moins peut-être austère certaines fois, ou complexe, et en tout cas psychologiquement peut-être plus facile d'abord d'aller voir quelque chose qui bouge, qui est animé de musique, etc. Mais tout ça est fait avec beaucoup de mesures et beaucoup de sens. C'est ce que je disais tout à l'heure sur la patte du réalisateur qui est capitale, puisque s'il n'y avait pas une volonté de recréation et de créer un parcours intime et très subjectif, là on serait dans du grand déploiement de moyens techniques, où on reprendrait le principe qui a été très en vue dans les mappings de monuments il y a quelques années, où ça se casse la gueule, ça remonte, ça retombe, ça remonte. C'est pas du tout notre propos. On n'est pas dans le vulgaire en tout cas, et vraiment pas. Et je pense que voilà, le fait de vouloir s'adresser au plus grand nombre, mais dans le but de les amener vers quelque chose qui pourrait les faire s'échapper vers le haut, est une belle vocation. En tout cas, c'est ce qu'on essaie de faire. Oui, c'est un peu cette dimension d'œuvre d'art totale, enveloppante, qui rejoint beaucoup de disciplines. Et donc, est-ce que vous envisagez peut-être de travailler avec le numérique, mais
dans un autre format, en l'amenant peut-être au sein du musée pour mettre à disposition des œuvres qui ne seraient pas accessibles autrement, des prêts qui ne seraient pas autorisés, par exemple. Donc, amener ce format-là au sein du musée à plus petite échelle. Alors oui, je pense que c'est presque un autre sujet, puisque comme dit, si on apporte au sein des musées, finalement, on va créer peut-être un support pédagogique qui peut être émotionnel lui aussi, mais on va presque créer quelque chose de nouveau. Mais puisqu'on a cet outil, je pense qu'il faut l'utiliser. Vous savez, Culture Espace ne s'occupe pas que de centres d'art numérique, mais de centres d'art tout court. Je pense à l'hôtel de Caumont à Aix-en-Provence ou au musée Jacques Marandré à Paris, etc., parmi d'autres. Et je pense que le support du numérique peut tout à fait aider la manière dont on travaille dans ces musées et dans ces centres d'art-là. On l'a fait d'ailleurs récemment, puisqu'il y a eu une belle exposition sur les estampes japonaises à l'hôtel de Caumont. Et la dernière salle de l'hôtel de Caumont était consacrée à une interprétation numérique de 3 grandes peintures d'estampes japonaises, dont la fameuse vague de Kusai, par exemple. Donc, on peut tout à fait arriver en complément pour montrer autre chose, pour montrer une autre appréhension, et qui est tout à fait complémentaire. Elle est assez différente de l'expérience qu'on a dans les grands centres d'art numérique, qui sont vraiment, comme vous le disiez, une œuvre totale, avec une perte de pied dans l'immensité du lieu, mais je pense que ça peut être une approche assez nouvelle. Et puis, au départ, si vous voulez, Culture Espace avait dans sa vocation, et elle l'a toujours dans son ADN, de faire en sorte que les musées soient les plus accueillants et que le visiteur s'y sente bien. C'était notre autre leitmotiv qui était le visiteur d'abord. Donc si les moyens numériques peuvent permettre aux visiteurs d'être parfaitement accueillis et en plus de mieux appréhender la collection qui est présentée, allons-y gaiement, je pense que ça peut être une très belle chose. Oui, et d'autant plus dans la situation dans laquelle on vit, on s'est rendu compte du rôle du numérique pour aussi rendre accessibles les œuvres depuis chez nous. Je pense que c'est tout à fait pertinent. Est-ce que vous avez aussi travaillé dans ce sens-là en raison de la crise sanitaire actuelle, de décliner certaines de ces œuvres et les rendre accessibles à n'importe qui depuis leur ordinateur? Oui, bien sûr, ça a été un travail qui a été mené par Culture Espace, et c'est notamment sous l'action de Agnès Volz, qui est la directrice de la programmation de Culture Espace, qui a vraiment œuvré pour ça pendant cette période de confinement. Le but étant de dire, les gens sont chez eux, les œuvres d'art dorment chez nous, et il faut arriver à les mettre voilà, à disposition des gens. Je pense à l'exposition Turner qu'il y avait au musée Jacques Marandré, qui dormait sous les caméras et les alarmes de surveillance du musée Jacques Marandré. Il a fallu aller les porter aux gens pour qu'ils les découvrent. Alors, c'est sûr que le numérique nécessite, et selon moi, d'un point de vue assez personnel, impose une interprétation. C'est jamais subjectif, c'est comme un photographe. Si vous voulez, à partir du moment où vous prenez un sujet en photo, le photographe, il a un regard, il a un œil, il ouvre son diaphragme plus ou moins longtemps, il va laisser les choses vivre. Et de toute façon, ce qu'on regarde à travers une photographie est toujours selon une interprétation personnelle, donc il y a un intermédiaire qui se crée. Et je pense que ça, il faut l'assumer. Et ces créations d'œuvres qu'on amène chez les gens grâce à Internet, etc., enfin, pardon, ces présentations d'œuvres qu'on amène chez les gens grâce à Internet, à mon avis, ont un vrai sens si on assume le caractère un petit peu subjectif. Et c'était un des projets autour de cette expo, entre guillemets, de ce partage numérique de l'exposition Turner, qui était plutôt que faire une simple visite 360 du musée Jacques Marandré, qui était de proposer à des gens qui étaient des amoureux de Turner, des personnalités ou des gens qui étaient plutôt spécialisés là-dedans, de donner leur vue subjective sur telle œuvre ou telle œuvre, et qui donnait un éclairage particulier. Donc oui, on a beaucoup travaillé pour ça. Ça nous semble important, et je pense qu'on puisse, dans ces périodes où chacun est resté un petit peu chez soi, si on pouvait avoir des échappatoires comme ça, avec une vraie qualité derrière, eh bien, on avait tous tout à y gagner. Donc, voilà, il faut certainement qu'on progresse encore, qu'on soit encore plus pertinent sur ces sujets-là, mais je trouve qu'il y a une bonne dynamique qui a été enclenchée. Je pense que c'est une bonne parole pour finir. Je vous remercie en tout cas d'avoir répondu à nos questions. Et puis, merci à tous d'être venus parmi nous. Et puis, merci à Julia pour l'organisation. Merci beaucoup.